OK. Voilà, donc Christophe de Cohen, donc praticien hospitalier, anesthésiste réanimateur, 30 ans de CHU, mais pas que du CHU, un peu d'hôpital périphérique aussi, et je partage mon temps à 50% entre la structure régionale d'appui qui vous offre cette formation par le biais de ses financements ARS. Et cette structure régionale d'appui, elle a 3 missions, s'occuper des événements indésirables graves, et donc on va se permettre de rappeler que quand votre établissement estime qu'un événement indésirable grave est difficile à analyser, qu'il n'hésite pas à cocher la petite case accompagnement. Dans ce cas-là, c'est nous qui venons en toute bienveillance. On a une mission d'aide à la certification et une mission de mise en place de la pertinence, d'où cette formation pertinence qui vous est donnée aujourd'hui. Voilà, je vais laisser les autres personnes se présenter. Donc, bonjour, Laurine Dutoit, ingénieure qualité au réseau santé qualité risque Hauts-de-France. Alors, juste pour vous dire, j'ai commencé l'enregistrement parce qu'on va utiliser justement ce webinaire pour peut-être communiquer et du coup, juste pour vous prévenir que du coup, ça va être enregistré. Si vous souhaitez poser des questions, alors là, j'ai dû couper les micros, mais si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à poser les questions via le chat. Alors, ça va peut-être être difficile pour Armentières, mais n'hésitez pas à nous remonter vos questions. Et sinon, bienvenue à ce webinaire. On est content que vous soyez si nombreux. Donc, je suis Noëlle Vidal, je suis chargée de mission paramédicale au sein du réseau. Je suis de formation cadre de santé avec voilà, dans toutes sortes de services, MCO, réanimation. Voilà, j'ai fait un petit peu de tout. Et bienvenue au webinaire. Oui, je veux bien enchaîner. Donc moi, je suis Gaëlle Gernigon. Donc le RSQR, en fait, a son homologue dans chaque région de France. En Bretagne, ça s'appelle le CAPS Bretagne. Donc moi, je travaille au CAPS Bretagne et je travaille sur cette mission justement de développement de la culture et la pertinence des soins. Et donc, Dr de Cohen m'a proposé de participer à ce webinaire aussi pour voir comment le RSQR anime ses formations autour de cette thématique. Merci encore de m'avoir invité. Armentières, un petit tour de table rapidement. Alors, je suis désolée, Armentières, j'ai dû couper votre micro, mais j'arrive pas à le remettre. Du coup, je pense qu'il va faire une manip. Voilà, impeccable. Ah, ça doit être bon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, donc, la personne qui parle, c'est Benoît Recourt, assistant qualité. Et donc, le message a été transmis à tous les cadres. Et donc, il y a une quinzaine de cadres qui est là. Je sais pas, vous voulez faire un tour de table parce qu'avec le micro, ça risque d'être compliqué. Il est au niveau de sur la droite de la caméra. Et donc, du coup, je pense pas que vous allez entendre tout le monde. Ou alors, il va falloir crier fort. Donc, je sais pas, vous voulez faire le tour global de la table? Dans ce cas-là, on y va alors. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, préambule, je vous ai donc présenté la structure régionale d'appui. Je signale que cette formation est gratuite, ouverte à tous sur inscription. Voilà. Diapositive suivante, Taurine, si tu veux bien. Alors, on va essayer de savoir un petit peu ce qu'on entend par pertinence, qui n'est pas toujours facile. On entend un petit peu tout et n'importe quoi, et c'est une définition qui n'est pas simple, et surtout qui change dans le temps. Vous verrez sur un exemple récent que ça peut changer beaucoup en peu de temps. Champ d'application et intérêt en santé, législation, organisation en France, qu'est-ce qui vous motive à faire de la pertinence des soins, en dehors de vouloir en faire pour le patient? Il y a des petites choses qui vous motivent quand même à en faire. On va passer quelques exemples. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, qu'entend-on par pertinence? Alors, la pertinence des soins, ça correspond à l'adéquation des soins, actes diagnostiques, de prévention, c'est à la mode en ce moment, et thérapeutiques, et des hospitalisations aux besoins du patient.
tout est centré autour du patient et des besoins du patient. L'analyse de la pertinence évalue la prescription ou l'utilisation appropriée des soins et des hospitalisations, mais aussi des actes de prévention. Améliorer la pertinence des soins et des hospitalisations permet de renforcer la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge des patients. Donc, l'objectif de la pertinence, c'est d'obtenir une efficience des soins. Ça ne veut pas dire forcément être financièrement meilleur. Faire de la pertinence, ça peut des fois coûter un peu plus cher que ce qu'on faisait habituellement. La pertinence, c'est l'ensemble des actions qui me permettent de décider le bon acte au bon patient, au bon endroit, au bon moment. Donc une fois qu'on a dit ça, que vise la pertinence? La pertinence, elle vise l'ensemble du champ du soin, les interventions, les prescriptions, les modes de prise en charge, les parcours, tout peut être soumis à des notions de pertinence. Et les grandes catégories de situations de non-pertinence, ce sont les soins inutiles, l'absence de soins et le défaut de soins. Ce sont des choses voilà, qui sont un petit peu la fonction inverse de la pertinence. Alors d'où vient cette notion de pertinence et quand a-t-elle commencé? Alors si on essaye de faire un historique assez rapide, on commence à trouver, je suis désolé, mais là il y a une alerte, voilà, ça va aller mieux, voilà. Il y a une alerte incendie. Il y a la Rand Corporation en 1986 qui disait simplement que les bénéfices d'un soin au patient devaient être supérieurs au risque et indépendants du coût. En 1993, l'information et le choix du patient, parmi toutes les possibilités thérapeutiques qu'on pouvait lui proposer, était souhaitable, et ça, c'est la NHS en 1993. Depuis 2003, on a une ordonnance en France qui a complètement changé la vision du soin, puisqu'elle a transformé cette vision du soin dans une logique de planification de moyens, c'était ce qu'on appelait le budget global, hein, grosso modo, au profit d'une planification en fonction des besoins, d'une tarification à l'activité. Donc là, on allait, entre guillemets, financer pour ce qu'on faisait. Et donc là, la notion de pertinence devient de plus en plus pragmatique, de plus en plus présente. Parce que comme on finance à l'activité, autant que l'activité soit pertinente. Tandis qu'avant, on était dans une espèce de flou financier avec un budget global. Et l'autre évolution majeure depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est qu'on souhaite que le patient soit acteur de sa pathologie. Et ça, c'est fondamental et c'est ce qui fait aussi un axe fort de la pertinence. La pertinence, à chaque fois, elle sera à mettre en face de l'information et du consentement du patient. Alors, sur le plan médical, nous les docteurs, qu'est-ce qu'on en pense de cette pertinence? Une procédure est pertinente d'un point de vue médical si pour un patient, le bénéfice attendu lié à cette procédure, gain d'espérance de vie, de qualité de vie, soulagement de la douleur, réduction de l'anxiété, dépasse les conséquences négatives attendues. Donc c'est toujours, on retombe dans la balance bénéfice-risque avec une marge suffisante. Mais ça, c'est notre regard de docteur. Lui, le patient, il en veut un petit peu plus. Il veut bien être content de gagner de l'espérance de vie, mais si c'est pour vivre très mal, ça n'a pas un gros intérêt pour lui. Donc, dans notre vue de la pertinence sur le plan médical, ce qu'il faut réussir à faire rentrer en plus, c'est l'environnement du patient. Qu'est-ce que lui, il veut réellement? On peut très bien, nous, décider qu'un geste soit bénéfique pour lui, mais au final, les conséquences du geste et ce dans quoi ça va l'amener, au final, ce ne seront peut-être pas ce qu'il veut lui. C'est ce qu'on a régulièrement quand on fait de la chirurgie lourde. Par exemple, moi, en chirurgie vasculaire, j'ai vu récemment un patient qui devait se faire opérer d'un anévrisme de l'aorte abdominale pour la deuxième fois, qui a des signes de démence relativement avancés. Si ce patient, on le fait passer par la réanimation, on va l'opérer, ça va bien se passer, on a des bons chirurgiens, on a des bons réanimateurs. Mais si on le fait passer par la réanimation, que ça dure dans le temps,
on va se retrouver avec un patient qui va payer les frais sur le plan neurologique et qui va aggraver sa démence pour alors finir en établissement de soins alors qu'il est encore chez lui. Donc il y a toute une discussion à mettre en place pour savoir quel va être l'impact et ce n'est pas toujours facile de prendre la bonne décision. Voilà pour un exemple. Il y a aussi dans la pertinence des notions qui sont des notions plus philosophiques ou sociales. Il y a la bienfaisance, c'est d'être efficace et utile aux patients, ça on en a parlé. De ne pas être malfaisant, d'éviter la iatrogénie et l'inutilité, ne pas faire un geste pour rien, entre guillemets. Ce qui est quand même assez tendance avec la tarification à l'activité. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut réussir à se préserver. L'autonomie des patients, il faut que cette information et la décision soient partagées. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple. Quand vous voyez des patients qui ont été grosso modo bien mis sur orbite par un cardiologue qui leur a dit « Moi, monsieur, je ne peux rien pour vous », le chirurgien qui dit « Moi, je peux vous opérer », et qui tombe après sur le dernier qui vient leur dire « Vous savez, monsieur, c'est peut-être pas pertinent ce qu'on va vous proposer », ça peut être très compliqué. L'information, le consentement libre, la décision partagée, c'est pas simple. Et puis, ça fait aussi partie, et c'est un petit peu la République française, de la justice sociale, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher, c'est que ce qu'on propose à chaque patient, c'est ce qu'on propose à tous les patients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de classe, de ce qu'on veut, c'est que ce qu'on peut proposer, que ce soit, quelle que soit la technique médicale ou chirurgicale, soit une technique qu'on peut proposer à tout le monde, qu'il n'y ait pas de barrière financière, sociale, d'éducation et de choses comme ça. Même si on sait très bien qu'elle peut exister dans notre système de santé. Donc on continue, hein, c'est un petit peu de la redite, mais c'est important parce que ça permet de bien situer la notion de pertinence. Un soin est qualifié de pertinent si les symptômes, l'état physique, les résultats des tests diagnostiques indiquent que le patient devrait bénéficier d'un traitement donné, conformément, et ça c'est important, et c'est pour ça que la pertinence va changer dans le temps, c'est que cette pertinence, elle est toujours confrontée aux données actuelles de la science. Il y a des choses qu'on pensait être pertinentes il y a 20 ans, il y a des qui ne le sont plus maintenant. Et il y a des choses qu'on fait maintenant qu'on pense être pertinentes qui ne le seront plus dans 10 ans, ou dans 5 ans, voire même dans 1 an. Donc, cette notion de pertinence, c'est une notion qui évolue dans le temps et c'est pour ça qu'il y a besoin de travailler dessus pour savoir si on est toujours dans les bons clous de ce qu'on appelle la pertinence. Et donc, ça doit être utile, juste, accessible, en adéquation avec les besoins du patient, son environnement social et avec ce qu'il pense lui. Mais c'est ce qu'on retrouve dans le manuel de certification, hein, l'information, le consentement du patient. Et les bénéfices, forcément, doivent ou devraient dépasser les risques associés. Alors forcément, quand on fait de la pertinence pour tous les patients, on a une efficience monétaire. C'est sûr, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas obligatoire. Mais plus on est pertinent dans tous les actes, et on verra quelques exemples, par exemple, de passer les médicaments IV qu'on peut mettre en péros, forcément, on va faire des gains financiers. Et donc, en globalité, être pertinent, ça va permettre de limiter les coûts financiers, ou du moins d'avoir des coûts financiers qui sont les coûts les meilleurs pour ce qu'on peut proposer en termes de santé. Donc, la bonne intervention de santé, au bon moment, au bon endroit, pour le bon patient, dans son environnement, avec un bénéfice supérieur au risque, bénéfice au sens large, et des dépenses à bon escient et équitables, c'est un petit peu, grosso modo, la définition de la pertinence. Comme je vous l'ai dit, c'est une notion qui évolue dans le temps. Ce qui est vrai maintenant n'est peut-être plus vrai demain. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. C'est la base d'une médecine sobre, on peut dire une lean. C'est le mot un peu, c'est du lean médecine, hein, un petit peu de la médecine où on a vraiment jugé au meilleur ce qu'il fallait pour le patient. Avec une approche humaniste, socio-médico-sociale et on va dire au meilleur coût.
Le champ d'application, de la pertinence en soins, on peut en faire dans tous les champs d'application sur lesquels on va. Alors, beaucoup entendent la pertinence comme la pertinence d'un acte médical. Est-ce qu'il faut vraiment faire une appendicectomie? Est-ce qu'il faut vraiment enlever les amygdales de tous les enfants? Est-ce qu'il faut faire des césariennes? Voilà, ça c'est la notion qu'on a tous de pertinence. Mais en fait, la pertinence, elle est partout. La pertinence, elle est dans les prescriptions médicamenteuses. Est-ce qu'il faut toute cette série de médicaments ou pas? Premier point. Est-ce que ces médicaments qu'on met en intraveineux, finalement, on ne peut pas les donner péros? Parce que ça coûte moins cher de les mettre péros, il y a moins de risques. Vous limitez le risque infectieux, le risque de la perfusion qui passe à très vite. Voilà, donc on a un champ de pertinence qui est relativement large, les prescriptions médicamenteuses, les examens de biologie. Est-ce qu'il faut à tout prix faire des examens de biologie? Et par exemple, il y a eu un énorme travail qui a été fait en anesthésie-réanimation depuis 2012, où chaque anesthésiste réanimateur sait maintenant un petit peu les prescriptions de biologie nécessaires pour tel type d'intervention. On sait par exemple, alors qu'avant on avait l'habitude pour une vésicule biliaire de demander un groupe sanguin, des rails et tout ça, on sait très bien qu'on ne va pas demander de groupe et de rails maintenant pour une vésicule biliaire. C'était quelque chose qu'on faisait il y a 20 ans, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Et la chose est logique parce que si vous posez la question à un chirurgien ou à un anesthésiste, combien as-tu transfusé de vésicules biliaires dans ta vie, toi qui en fais beaucoup, il va dire à tout bouchant peut-être une. Voilà. Donc, voilà comment a été basée un petit peu cette pertinence des examens pré-anesthésiques, par exemple. Et ce qu'il faut savoir sur un plan financier, c'est que les responsables de services d'anesthésie reçoivent régulièrement maintenant de la caisse primaire d'assurance maladie leur taux de prescription biologique préopératoire et une confrontation aux examens biologiques normaux qu'ils auraient dû demander et leurs écarts. Ça fait partie maintenant de tableaux de bord que reçoivent normalement les responsables d'anesthésie dans les différents services, notamment dans le Nord. Alors, la pertinence des actes, je ne vais pas parler des vaccins, on va se fâcher, mais vous voyez bien que on peut très bien se poser la question de la pertinence de la vaccination, au sens large. Je n'aborderai pas le problème Covid. La pertinence des diagnostics également, est-ce que PCR, antigénémie, on voit maintenant des modèles qui sont sans du tout relevé de laboratoire, qui donneraient un diagnostic de Covid à 96%. Bon, on voit voilà, quelle est la pertinence? Quelle est la pertinence de réaliser 3 tests PCR ou 48 heures avant ou 72 heures avant? Donc, il y a des tas de discussions là-dessus. La thérapeutique et la pertinence d'un accès en réanimation, ça a été une grosse discussion aussi au Covid. Comment on trie? Voilà. L'AREA pour tout le monde, pas pour tout le monde. Voilà, ça fait partie de la pertinence aussi. Dans des modèles qui sont forcément dégradés, on finit par choisir qu'est-ce qui est pertinent. Isolement dans la globalité, meilleure logique, filière de parcours, coopération. C'est pour ça que quand vous entendez parler de revues de pertinence, très souvent ces revues de pertinence, entre guillemets, s'adressent à est-ce que les hospitalisations sont pertinentes? Est-ce que la place en SSR est pertinente? Est-ce que tel parcours est pertinent? Les revues de pertinence s'intéressent souvent à ces choses un peu macro. Après, on peut discuter de l'oxygène, des soins infirmiers, enfin, il y a plein de choses qui tombent dans le domaine de la pertinence. Et puis, un grand domaine de la pertinence, ce sont également les transports qui sont sous le regard des caisses primaires d'assurance maladie parce que ça coûte cher. Et effectivement, on peut aussi avoir des actions de pertinence qui sont un peu à la marge. On n'est pas dans le soin, mais on est quand même sur du coût qui va influencer la masse financière pour le soin. Diapositive suivante. Alors, cette notion de pertinence et de rationalité des soins, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand on ne fait pas de pertinence, on fait des gestes inutiles. Quand on fait des gestes inutiles, on va faire prendre des risques aux patients pour rien. Donc, ce n'est pas qu'une question d'économie, c'est aussi une augmentation des risques. Voilà.
Si je reprends mes perfusions, si le malade pouvait l'avoir péros et que malgré tout, il l'a eu en perfusion et que sur la perfusion, il a fait une vénite, une septicémie, une endocardite, bah, c'est franchement pas top, quoi. Ça, c'est le premier point. Si on fait trop d'examens non pertinents, on va engager des risques pour le patient. À l'inverse, si on ne fait pas de pertinence et qu'on ne choisit pas, on peut être en dessous en termes d'examen. Si c'est pertinent de faire tel examen et qu'on ne veut pas le faire, on est en dessous, on est en sous-utilisation. Et cette sous-utilisation peut aussi être une conséquence de le trop d'utilisation par ailleurs. Vous pouvez très bien saturer un centre de radiologie par un tas d'examens qui ne servent à rien, il ne sera pas disponible pour l'examen nécessaire. Donc, la pertinence, ça a du sens dans la rationalité des soins et l'accès, entre guillemets, aux soins pour les patients. Et puis après, vous avez de la non-pertinence parce qu'il y a des choses comme ça qui traînent avec des auras mythologiques. On a connu ça avec la radio de crâne, par exemple. Quand moi j'ai commencé aux urgences, ben, c'était radio de crâne systématique. Et on a mis du temps à arrêter ces radios de crâne parce que c'était resté dans la tête des soignants comme étant la base de la surveillance du trauma crânien, alors qu'on sait très bien que la radio de crâne n'apporte rien du tout à la surveillance d'un trauma crânien. Alors, on a vu ce que c'était que la pertinence, on a vu sur quel champ elle s'appliquait. Maintenant, je vous propose de voir un petit peu les structures en France qui vous incitent à faire de la pertinence. Alors, en France, vous avez un comité de pilotage national qu'on va voir juste après, qui est composé de plusieurs entités. Vous avez un niveau régional avec l'IRAPS, l'ASRA, comme nous, parce que là, on est en train de faire une mission de pertinence, et l'ARS. Les établissements par le biais de la certification et du CAQES et du PAPRAPS, on en reparlera après. Et puis les spécialités qui de plus en plus maintenant, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, chaque spécialité sort ses recommandations, ses guidelines, qui sont en fait des bases qui permettent ensuite de mettre en place des actions de pertinence. Alors, la pertinence des actes, le comité national. Il y a un comité national qui est chargé de la mise en place de cette pertinence en France, qui comprend l'ATIH. L'ATIH, c'est l'organisme qui permet d'avoir les notions de tout ce qui se passe en France en termes d'informatique médicale, de rentrée de données des patients, c'est eux qui vont colliger tous les GHS, qui vont savoir exactement, département par département, comment est réparti l'ensemble des groupes homogènes de patients, quelle est la proportion de césariennes, quelle est la proportion d'hernie inguinale. L'ATIH, c'est vraiment une grosse banque de données, c'est normal qu'elle soit dans ce comité de pilotage de la pertinence. Vous avez bien entendu la HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, qui elle est quand même l'autorité qui va émettre l'ensemble des recommandations. Donc il est normal que si vous voulez faire de la pertinence, que vous ayez une base scientifique, vous ayez dans ce comité l'HAS. Vous avez les caisses d'assurance maladie, normal aussi, c'est le payeur. Donc c'est logique qu'eux aient un regard sur ce qu'on va proposer comme acte de pertinence et surtout sur l'application de ces actes de pertinence. Et vous avez un groupe d'experts qui va aussi guider un petit peu ces trois autres organismes dans l'orientation, la politique de cette pertinence des actes en France. Voilà un petit peu les références. Le diaporama, je pense que pour Armentières, on vous l'a donné, hein. Alors, de ça déjà, donc depuis quelque temps, est paru un atlas des variations de pratiques médicales. Je vais essayer de vous le partager. J'espère que ça ne va pas se planter comme tout à l'heure. J'enlève le PowerPoint. Ouais. Vas-y. Je vais essayer de vous le retrouver.
Voilà, vous avez l'atlas vous le voyez? Oui. Voilà, donc on a un atlas qui permet qui a colligé en 2016, je vais essayer de vous mettre, voilà, je vous ai mis le syndrome du canal carpien. Donc en 2016, grâce à la TIH, voilà, on est capable de dire un petit peu le nombre de canals carpiens pour 100 000 habitants en France. C'est des données qui sont facilement accessibles. Et on se rend compte qu'il y a une disparité entre les différents départements. Vous voyez qu'en Bretagne, par exemple, on opère peu du canal carpien. Si vous allez dans la Somme, vous voyez que c'est quand même fort rouge. Nous, le Nord, on est au milieu, on est rosé. Voilà. Et donc, il y a cet atlas à colliger un bon nombre d'interventions comme ça. Je pense qu'il y en a une trentaine au total, qu'on a dit sensibles. Alors, je vais vous les mettre là. Donc, on voit la fracture de hanche, les amygdales, l'appendicite, la césarienne, l'obésité, la prostate, le canal carpien, la vésicule biliaire, l'hystérectomie, la prothèse de genou et la thyroïde. Donc 11 actes au total qui ont comme ça été tracés comme étant des actes sensibles sur lesquels les actions de pertinence sont intéressantes. On sait très bien, et moi le premier j'en ai été victime, que dans les années 70, on enlevait les amygdales de tous les gamins. Maintenant c'est terminé, on enlève les amygdales, il y a des indications très précises, soit ça entraîne des troubles du sommeil chez l'enfant par ronflement et par gêne, soit ça entraîne des angines à répétition. Mais on ne les enlève plus systématiquement. Voilà. Donc c'est pour ça que par exemple l'amygdalectomie ou l'ablation des amygdales, alors on peut aller voir en 21 un petit peu ce que ça donne en 2016. Ben, vous voyez que dans le Nord, on enlève encore beaucoup les amygdales, par exemple. Mais ça peut s'expliquer. Il y a peut-être des disparités qui s'expliquent par le taux de pollution, par le taux d'infection plus fréquente en raison du temps, de l'humidité. Donc, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Donc, cet atlas, il est disponible. Il est en version libre. Voilà. Malheureusement, il date de 2016. Donc, on n'a pas de mise à jour récente. Mais ça permet de donner une indication et de voir un petit peu la disparité, de se dire que dans certains départements, c'est plus faible. Pourquoi? Dans certains départements, c'est plus haut. Pourquoi? Et de faire tendre ces départements vers la norme. Donc ça, c'est un des éléments qui est fourni en termes de pertinence des soins. On va repasser sur le diaporama. Ouais. Christophe, il faut que tu t'enlèves le... Je l'enlève. Vas-y. Voilà. Hop, je prends la main. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Ouais. Armentières, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions pour le moment. On continue? Voilà. Donc cet atlas, voilà comment il se présente. Je vous ai montré un extrait. Les interventions, je vous les ai citées. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est piloté en France, normalement, par le biais du comité, mais surtout par le biais de ce qu'on appelle les IRAPS, c'est-à-dire des instances régionales. Diapositive suivante, je ne sais pas si on l'a passé ou pas. Voilà. Donc en région, donc là j'avais mis le plan triennal de 2015-2007, il y a ce qu'on appelle l'IRAPS, qui est l'instance régionale qui est chargée de piloter la pertinence des soins en région. Donc en fonction de ce qu'on connaît à partir de cet atlas, il y a des actions qui peuvent être mises par l'IRAPS sur ces actes thérapeutiques, mais pas que. L'IRAPS peut aussi déclarer des actions de pertinence sur des parcours, par exemple,
et notamment le PAERPA, des choses comme ça, pour développer certains parcours qui paraissent plus pertinents que de laisser le patient rentrer chez lui tout seul. Donc, au niveau national, vous avez un comité qui se décline en régional sur le mode de l'IRAPS. L'IRAPS, donc, il y a une quinzaine de membres avec des gens du privé, des gens du public. Il y a un petit peu tout le monde dans cette instance. Pour ce qui est de l'instance de la région, elle a beaucoup de mal à se mettre en place à l'heure actuelle. Et on a dû avoir 3 réunions, je pense, depuis 2017. Donc, alors, en plus, avec la crise Covid, les choses ont été difficiles. Donc, l'IRAPS en région Hauts-de-France, elle a un dysfonctionnement qui est clair. J'espère que ça va se remettre en route à partir de 2022. Et donc, l'IRAPS prévoit un plan de pertinence, comme on connaît un petit peu, voilà, mais pour l'instant, il y a très peu d'actions qui sont menées dans ce cadre-là. La seule action qui a été menée, c'était une action sur la chirurgie des varices, où il y avait quelques établissements de la région qui étaient vraiment en dehors des clous en termes de nombre de chirurgies de varices. Et donc, il y a eu une revue de pertinence dans ces établissements-là pour savoir si effectivement la chirurgie de varices qui était pratiquée dans ces établissements était conforme aux recommandations actuelles et si ce n'était pas, entre guillemets, un petit peu de dépassement en termes d'indication. Alors, dans le cadre national, il y a 2 autres éléments qui viennent participer à cette notion de pertinence. Alors, pour ce qui est des médecins, et notamment de tous les médecins des spécialités à risque, vous avez ce qu'on appelle l'accréditation. C'est-à-dire qu'un médecin peut mener avec sa société savante une accréditation. Cette accréditation lui impose un certain chemin, c'est-à-dire qu'il doit déclarer régulièrement des événements indésirables graves, mais il doit aussi suivre des programmes, et notamment si on prend par exemple, je vais prendre ma spécialité, en anesthésie-réanimation, on est chargé, quand on fait ce programme d'accréditation, de mettre en place à l'intérieur de son établissement de santé l'antibioprophylaxie préopératoire. Et en faisant cette démarche de mise en place de l'antibioprophylaxie préopératoire, on fait une action de pertinence sur cette antibioprophylaxie. C'est-à-dire que on rédige un livret qui va dire, voilà, on fait l'antibioprophylaxie dans telle et telle circonstance, on l'injecte de telle et telle manière à tel et tel temps et pour telle ou telle durée. Et souvent, cette antibioprophylaxie, elle est basée sur un référentiel. Et le fait de faire ce programme pour l'accréditation, c'est une vraie action de pertinence parce qu'on est dans la pertinence de l'antibioprophylaxie préopératoire. Donc, notamment dans le privé, parce que très peu de médecins du public vont faire cette accréditation. Je dois être un des rares au CHU à être accrédité. Les médecins du privé s'y sont engagés, non pas parce qu'ils sont très accréditation, pertinence et tout ça, c'est surtout parce qu'ils bénéficient d'une réduction de leur assurance professionnelle et que leur assureur professionnel les incite très fortement à s'impliquer dans ces accréditations. Il faut savoir que la nouvelle certification va de plus en plus imposer aussi aux établissements de santé publics que leurs médecins s'accréditent dans leur spécialité. Donc il y a l'accréditation, il y a aussi tout le développement du DPC et le DPC est censé être fait dans une certaine norme de pertinence. Autre élément important qui va vous inciter à faire de la pertinence, c'est la certification. Et la certification pour la qualité, qui est la dernière version, incite fortement à la pertinence des soins, même si elle ne rentre pas pour valider votre pertinence. D'autres éléments, le CAQES, votre contrat d'amélioration à la qualité et à l'efficience des soins, elle comprend forcément une partie de pertinence. Forcément, puisque c'est l'efficience des soins et que la pertinence participe à l'efficience des soins.
Vous avez le paperasse qui est donc cette espèce de plan d'amélioration qui est fait par l'IRAPS mais qui n'existe quasiment pas en Hauts-de-France. La certification et puis vous avez aussi un certain niveau de culture et de qualité des soins chez les soignants qui est important pour pouvoir mettre en place ces actions de pertinence. Et puis surtout pour que les soignants comprennent l'objectif. Par exemple, aussi quelque chose que moi j'ai vécu il y a 4-5 ans, on a voulu développer à Seclin, petit hôpital périphérique, la réhabilitation pour les femmes post-césariennes. Et nous, docteurs, on a dit, bon ben voilà, maintenant c'est fini, les césariennes qui remontent en chambre, on leur donne à manger, on leur donne à boire dès qu'elles sont remontées, on les met au fauteuil, on enlève la sonde vésicale, sauf qu'on a oublié d'expliquer ça aux sages-femmes qui recevaient les femmes à l'étage. Parce que pour elles, c'était une révolution. On a toujours dit, oh, les césariennes, faut pas les lever, ah, faut pas les descender, faut pas machin, et puis nous, on balance ça sans rien dire. Donc c'est pour ça qu'il faut une certaine aussi formation, il faut apprendre aux gens, il faut expliquer pourquoi on le fait, et puis il faut les accompagner au moment où on va le faire. Sinon, sinon c'est l'échec, et effectivement, pendant 6 mois, ça a été la cata, parce qu'on repassait dans les chambres, on disait, ah, mais elle n'est pas descendée, pourquoi elle n'est pas descendée, on vous a demandé de la descender, enfin bref, voilà. Et une fois qu'on a pris le temps de se poser et d'expliquer pourquoi on le faisait, on a eu tout de suite l'adhésion du personnel. On a pu tout de suite aussi avoir les retours en disant, tu sais, cette dame-là, ça n'a pas marché, on a dû la ressonder. Bah oui, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est fréquent? Voilà. Donc, les actions de pertinence, c'est bien, mais ça ne se met pas en place sans un minimum de culture qualité et sans un minimum de discussion, d'explication du pourquoi on le met en place. Donc après, vous avez d'autres organismes qui incitent à la mise en place de la pertinence. Diapositive suivante. Alors, un des éléments majeurs qui va être un gros levier pour la pertinence, ou qui aurait dû l'être parce que finalement, moi j'en suis un petit peu déçu, elle ne va pas jusqu'au fond des choses, c'est la nouvelle certification. Alors, pourquoi? Le patient, par exemple. Si on prend le chapitre 1, dans la certification, clairement il est montré, le patient est informé et son implication est recherchée. Son implication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris ce qu'on allait lui faire, mais que aussi il est d'accord pour le faire. Donc on est dans le patient est d'accord, donc c'est dans son environnement, c'est quelque chose qui va lui convenir. Le patient est respecté, bon ça fait partie aussi, c'est un peu un corollaire de cette première ligne. Les proches ou les aidants, ça c'est important aussi. Si le patient est un petit peu en difficulté, il est normal que les proches, la personne de confiance, les aidants, soient associés à cette décision qu'on essaye de prendre la plus pertinente possible. Et puis, dernier élément, les conditions de vie et le lien social, donc c'est le champ large de la pertinence, c'est plus que le soin lui-même. Est-ce que on peut faire ou on ne peut pas faire cette anévrisme de la aorte abdominale chez ce patient? C'est est-ce que dans son contexte, le fait de l'opérer de cette anévrisme de la aorte abdominale va quelque part lui être bénéfique ou pas? Et si je peux rajouter, Christophe, dans le chapitre 2 en fait, du manuel, en fait, le chapitre 2, il est dédié aux équipes de soins et au niveau de la pertinence qui sera demandé aux soignants, c'est est-ce que les soignants vont s'appuyer sur des protocoles qui justement intègrent les recommandations de bonne pratique au niveau de tout ce qui est prise en charge, si la pertinence des décisions, en fait, elle est argumentée au sein des équipes. C'est est-ce que vous, soignants, vous allez aller chercher l'info au niveau des protocoles et est-ce que ces protocoles reflètent les bonnes pratiques? Et ces bonnes pratiques, si vous les appliquez correctement et si elles sont à jour, vous êtes, entre guillemets, déjà dans un champ de pertinence. C'est ça, là. Après, pour rappel, simplement parce qu'on est là aussi, il y a des critères impératifs. Oui. Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions.
Donc, à côté, dans les critères impératifs, vous voyez, on retrouve l'information, la participation et le consentement du patient. Ça, c'est vraiment la partie majeure sur la pertinence dans la certification. Alors, on vous a mis là, j'espère que vous arrivez à le lire, mais c'est les points clés sur l'évaluation de la culture de la pertinence par les experts visiteurs. Alors, évaluer la capacité de l'équipe à s'appuyer sur les expertises individuelles, collectives, les connaissances scientifiques, les recommandations de bonnes pratiques. Donc ça, c'est déjà des actions de pertinence. La balance entre les risques et les bénéfices, ça aussi, action de pertinence. Les préférences du patient. Donc là, on retrouve le champ de la pertinence et c'est ce que vont regarder les experts visiteurs quand ils vont venir. Ils vont aller demander au patient ce qu'on vous a proposé, vous étiez d'accord, on vous a expliqué, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez? Première question. À l'équipe, la question c'est, tiens, vous avez proposé telle chose, sur quoi vous vous appuyez? Voilà, les bonnes pratiques, les recommandations, les guidelines. Est-ce que vous l'évaluez? Est-ce que régulièrement, vous voyez un petit peu comment, quels sont vos résultats et quels sont les bénéfices aux patients? Est-ce que vous regardez les questionnaires de satisfaction? C'est la démarche de certification elle-même qui est également une démarche qui va voir un petit peu si vous êtes pertinent dans votre prise en charge du patient. Hein, et c'est le deuxième point, analyse des résultats cliniques par l'équipe et plan d'amélioration. Et derrière, si vous dites, bah oui, on regarde machin, automatiquement, les experts vont vous dire, bon, bah alors, vous connaissez vos chiffres? Est-ce que vous essayez de les améliorer et comment? Voilà. Donc, dans l'assertif, vous avez une partie qui va être forcément en lien avec la pertinence. Et si je peux faire un aparté, toute la certification est basée comme ça. C'est, est-ce que le patient est informé? Est-ce qu'il est d'accord avec ce qu'on lui a proposé? Est-ce que ça lui convient? Est-ce que l'équipe sait le soin qu'on va lui donner? Est-ce que ce soin est celui qui est le plus conforme à l'heure actuelle? Et est-ce que l'équipe évalue régulièrement son soin et évalue régulièrement la satisfaction du patient? C'est grosso modo le mode de fonctionnement global de la nouvelle certification. Voilà pour ce qui est un petit peu de la présentation du concept pertinence, du champ et des moyens qui sont à l'heure actuelle incitatifs pour réaliser cette pertinence. Là maintenant, on va passer à la deuxième partie qui sont la façon de faire de la pertinence en réalité sur le terrain. Hein, et les méthodes sur lesquelles on doit plus ou moins s'appuyer pour faire de la pertinence. Premier point, c'est un choix de sujet. On ne fait pas de la pertinence comme ça en disant « Ah ben on va être pertinent ce matin, je me suis levé, ça va aller, voilà ». Non, il y a toujours un choix de sujet. Et ce sujet, il doit être, entre guillemets, quelque chose qui est intéressant, qui est une vraie problématique du service. Hein, ça, c'est relativement important. Et je pense que chaque service a des problématiques sur lesquelles il peut réellement se poser des questions. Hein, sur la base de données établie dans la structure. Une fois, on va revenir à la dia précédente, Laurie. Une fois que vous aurez déterminé ce sujet, eh bien, il faut aller voir si, pour ce sujet, vous avez dans la littérature, dans les bonnes pratiques, autour de vous aussi, on peut très bien discuter avec d'autres établissements pour voir un petit peu comment est abordé ce sujet dans d'autres établissements si vous n'avez pas de recommandation nationale ou quoi que ce soit sur ce sujet. Mais il faut avoir une base pour pouvoir structurer les actions qu'on va mettre en place ou ce qu'on va regarder. Et aussi pour agir contre la non-pertinence. Soit vous prenez un sujet pour être pertinent, pour agir contre la non-pertinence. Ça peut aussi être un sujet qui émane d'un problème financier. Par exemple, vous êtes dans un service où vous avez une consommation d'actes biologiques. Je vais parler encore une fois de moi. En réanimation, vous avez une consommation de gaz du sang
qui explose. Voilà. Et bien, on peut très bien prendre ce sujet qui est un sujet financier en se disant, mais finalement, quelle est la pertinence de réaliser un gaz du sang en réanimation? Voilà. Et c'est un vrai sujet de travail et qui va permettre de dire, bah oui, au fait, on en fait beaucoup, mais on peut le justifier sur le plan financier parce qu'on est parfaitement pertinent. Ou bien, ah bah oui, on a revu et puis finalement, on se rendait compte qu'on faisait des gaz du sang de façon un petit peu systématique, alors que ça n'avait pas d'intérêt. Et donc, du coup, cette action, qui est une action pertinente, va avoir plusieurs impacts. Ne pas prélever du sang pour rien au patient, ne pas embouteiller le laboratoire avec des gaz du sang qui servent à rien et diminuer le coût financier. Voilà. Donc, cette action, voilà, c'est d'où l'intérêt de bien choisir ces sujets de pertinence et de ne pas vouloir faire de la pertinence pour dire, ah ben voilà, on fait des actes de pertinence. Donc, on revient au type, mais ça, on en a déjà parlé. La pertinence des prescriptions, celles surtout qui sont assez faciles à faire dans les services, prescriptions médicamenteuses, examens notamment de biologie, parfois de radiologie, quoique radiologie c'est déjà un peu plus cadré souvent que la biologie. Acte de prise en charge médicale, on peut très bien se poser la question pertinente, est-ce qu'il faut que les malades rentrent la veille ou rentrent le matin? Voilà, ça c'est pour les services, même si le malade n'est pas en ambulatoire, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il est utile qu'un malade rentre le soir alors qu'on ne va rien lui faire, grosso modo, pour regarder la télé à l'hôpital? Peut-être qu'il est mieux chez lui. Mais à l'inverse aussi, quand on fait ça, il faut détecter les gens qui ne vont pas pouvoir rentrer dans ce cadre-là. Hein, donc, quand on fait une action de pertinence, il faut aussi penser à cette action quand elle ne sera pas possible réellement. Et donc, bien définir aussi les gens qu'il va falloir réellement faire rentrer la veille. Pertinence des prescriptions, notamment l'ambulatoire. Hein. L'ambulatoire, c'est quelque chose qu'on nous demande de développer de façon majeure. C'est quelque chose qui a une rationalité non discutable. Hein. Il est beaucoup mieux que les gens ne traînent pas à l'hôpital quand ils n'ont rien à y faire, ça c'est clair. Mais on sait très bien qu'il y a une certaine partie des gens qui ne pourront pas faire cet ambulatoire. Et des fois, quand on fait des actions de pertinence, il faut aussi penser à ceux qui ne rentreront pas dans l'acte de pertinence et avoir une voie de sortie et dire, ah ben non, ceux-là, on ne peut pas les faire, il faut qu'ils rentrent la veille ou bien il faut qu'ils restent un jour de plus. Donc ça aussi, c'est aussi de la pertinence. Diapositive suivante. Si par exemple on s'intéresse à la transfusion, ben, l'acte de transfusion, c'est quelque chose qui, en lui-même, a toutes les règles pour faire un acte pertinent parce que le premier point qu'on demande, c'est sur quoi on justifie cette transfusion. Et c'est demandé dans le dossier patient. C'est-à-dire que quand un docteur décide de transfuser quelqu'un, on doit retrouver dans le dossier médical la raison de la transfusion. Premier pas pour la pertinence. Et cette raison, est-ce que cette raison est justifiée non pas simplement sur un taux d'hémoglobine, sur un contexte général. Deuxième point, est-ce que le patient est informé et est-ce qu'il est d'accord pour recevoir cette transfusion? Donc, c'est les deux points majeurs de la pertinence des transfusions. Et si vous faites, par exemple, une action de pertinence sur les transfusions au sein de votre établissement, ça va être les deux points majeurs qu'il va falloir regarder pour cette action de pertinence. Et si vous avez des écarts, il va falloir mettre en place un plan d'action en définissant d'abord quelles sont les règles pour transfuser un patient, pourquoi on transfuse, à quel niveau d'hémoglobine on transfuse, en quel contexte on transfuse. Et deuxième point, la deuxième règle, c'est est-ce qu'on a ne pas oublier d'avertir le patient et d'avoir son accord. Voilà. Acte de pertinence au niveau des transfusions. Prise en charge médicale ou chirurgicale, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est un peu plus la relation patient-médecin, patient-chirurgien. Donc là, on est plus dans un duo que réellement l'ensemble de l'équipe soignante. Et l'HAS retient que pour qu'une intervention de santé soit pertinente, il faut qu'il y ait eu une balance bénéfice-risque. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant demandé dans les dossiers
et dans les lettres de consultation de chirurgie, hein, clairement que le patient ait été informé de la balance bénéfice-risque et que celle-ci soit positive. La probabilité pour l'intervention d'aboutir au résultat attendu par comparaison à d'autres traitements, alors ça c'est relativement facile pour 99% des interventions. Par contre, quand on est en chirurgie cardiaque, c'est plus compliqué parce qu'on sait que les complications peuvent être graves, mais on a aussi des systèmes qui permettent de calculer le risque prédit. Hein, quand le risque prédit frôle les 30, 40, 50% de mortalité, on peut se poser la question d'un autre choix. La qualité de l'intervention au regard des standards, la prise en compte des préférences des patients, ça c'est un grand classique aussi, et la prise en compte du contexte social. On retrouve l'ensemble de ces éléments-là. Et là, c'est aux praticiens de bien intégrer maintenant tout ça dans la pose de leur diagnostic et de leur action thérapeutique. Ce n'est pas encore certain que ce soit pour tout. Voilà. Alors, si on va sur les parcours de soins et les modalités d'hospitalisation, le but de faire cette pertinence, c'est de permettre au service de s'engager dans une dynamique d'amélioration, de libération des lits, d'optimisation de l'utilisation des lits et des parcours, pour pas qu'un mauvais malade se trouve dans le mauvais parcours et empêche un bon malade d'avoir le bon parcours. Donc ça fait partie des choses qui sont relativement regardées. Et puis, ça permet aussi de travailler sur l'occupation des lits. Hein, le bed managing, on en a vu quelque chose au moment du Covid. Et puis, éventuellement, de regarder un petit peu, quand on a mis des solutions alternatives en place, un petit peu ce que deviennent ces solutions. Est-ce que finalement, elles peuvent être pérennes dans le temps? Est-ce qu'elles apportent un plus aux malades ou pas? Hein, donc ça, c'est relativement important également. Alors, en pratique, comment il faut faire? Alors ça, c'est simplement, on va vous donner des clés ou des bases. Après, à vous de suivre un petit peu ce schéma. Il n'y a pas 36 façons de faire, entre guillemets, mais c'est comme un petit peu tout en qualité sécurité des soins. Quand on a un objectif et qu'on veut y aller, on retombe toujours dans la même mécanique pour s'y approcher. Premier point, c'est ce que je vous ai dit, vous définissez une cible. Qu'est-ce que vous voulez faire comme acte de pertinence? Voilà. Est-ce que c'est un acte purement soignant? Regardez si mon malade a besoin d'une voie veineuse ou pas, regardez s'il a besoin de tel examen ou pas, tel médicament et par quelle voie ou pas. Ou bien ça peut être sur un parcours. Par exemple, vous pouvez très bien regarder la pertinence du parcours d'orthogériatrie. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et ou bien ça peut être l'occupation des lits. C'est ce que fait, par exemple, qu'on va faire après sur la revue de pertinence qui est donnée par l'HAS en ligne sur Internet. On recueille des recommandations ou des normes à l'instant T. Ce que je vous ai dit, la pertinence, ça peut bouger dans le temps. Mais là, quand vous allez bâtir votre action, ben, vous allez vous appuyer sur un tas de références, de recommandations, de bonnes pratiques qui vont vous permettre d'édicter des règles de mode de fonctionnement. C'est-à-dire, voie veineuse, vous allez dire tel patient, il n'a pas besoin de voie veineuse. Sauf, voilà, tel patient, par contre, il faut la maintenir. Tel patient, il faut la maintenir telle durée. Donc, vous allez établir un certain nombre de règles sur cette pertinence des voies veineuses. Une fois que vous avez établi ces règles, ben, vous allez faire un point de la situation parce que c'est toujours intéressant de savoir ben, où on en est là, en ce moment. Ah ben, ils ont tous une voie veineuse. Bon, voilà, c'est facile. Le but, c'est d'arriver à diminuer. Et puis, vous aurez au moins un indicateur de départ. Vous pourrez dire, bon ben voilà, on met en place cette action de pertinence, on part, on a 100% de voie veineuse, et puis on met en place l'action, et puis on suit dans le temps, et on voit où on va, jusque combien on va, et puis on voit aussi si certains malades chez qui on avait dit de ne pas mettre de voie veineuse, ben finalement, sortent, et en ont eu besoin quand même. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire les zones où on a dû sortir de notre catalogue, de notre recommandation, de nos références. Donc on fait un point de situation.
Donc, et puis une fois qu'on a notre évaluation de départ, on adapte les recommandations à son environnement, on rédige les actions, et puis surtout, ce que j'ai oublié dans la diapo là, on fait une information et on explique aux gens le sens. Pour pas que vous ayez des francs-tireurs ou des gens à qui on n'a pas expliqué, parce que c'est souvent ça, expliquer le bon sens de l'action qu'on veut mener. Et en fait, dans la notion de pertinence et dans l'application de la pertinence, un des gros soucis, c'est qu'on a du mal à faire comprendre le sens de cette action. Les gens ont eu l'habitude d'avoir une voie veineuse pour leurs patients et tout d'un coup, ils sont un peu perdus. Oui, mais s'il se passe quelque chose, mais il ne se passera rien. On va t'accompagner, on va montrer, on va t'expliquer pourquoi. Et au contraire, regarde le nombre de fois où tu utilises la voie et où on laisse couler quelque chose et on fait rien. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'explications, de formation, de communication à faire pour que l'action de pertinence se mette en place et se mette en place de façon durable et puisse avoir l'adhésion des soignants. Ça, c'est à mon avis un élément fondamental de la mise en place d'une action de pertinence. Voilà, et puis il ne faut pas avoir peur de l'évaluation avec, on va revenir juste arrière, Laurie. Voilà, une évaluation, il ne faut pas avoir peur de demander aux soignants, bah tiens, on a mis ça en place, est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des malades qui n'avaient pas de voie veineuse et chez qui vous avez... Voilà, d'avoir un relevé un petit peu aussi de là où ça n'a pas été. Voilà. Et en fait, quand vous faites ça, vous faites une action d'évaluation des pratiques professionnelles. Hein, ni plus ni moins, vous faites une EPP. Et grosso modo, toutes les actions qu'on fait en qualité, sécurité des soins, elles suivent cette démarche-là. Alors, elles peuvent rentrer à un moment ou un autre dans cette démarche, mais grosso modo, c'est la bonne démarche à suivre si vous voulez mettre des actions, entre guillemets, pérennes en qualité, sécurité des soins et en pertinence, c'est exactement pareil. Diapositive suivante. Alors, je me suis fait un petit plaisir et je trouve que ça exprime bien les difficultés de la pertinence. Rappelez-vous, février 2020. Février 2020, début de la crise Covid, grande question du masque. Est-ce qu'il faut porter le masque ou pas? Les grands docteurs à la télé, pas la peine de porter le masque. Pas la peine. Le masque, on en a besoin en réanimation, des FFP3, pour se protéger, mais en dehors, pas besoin du masque. Mai 2020, le masque un petit peu dans les transports. Juillet 2020, masque dans tous les endroits clos. Plus quelques villes qui déjà avaient mis des ports du masque obligatoires et des choses comme ça. Voilà, en 4 mois, la pertinence du port du masque a complètement évolué. Donc si on veut revoir ça, il faut se poser la question. Première question, quel est l'intérêt du port du masque? Est-ce que le masque finalement filtre correctement ou empêche justement la diffusion du virus? Premier point. Bon, maintenant, je pense que tout le monde est convaincu que le masque a quand même une capacité de filtration importante, peut-être pas du virus, mais des gouttelettes qui comportent le virus. Donc ça, je pense qu'on est à peu près d'accord. Ça, c'est vrai si et seulement si il est correctement porté et correctement renouvelé. Donc, première question, port du masque, ok, correctement porté, correctement renouvelé. Deuxième question, est-ce qu'il faut le porter tout le temps? Selon le renouvellement d'air, c'est-à-dire endroit clos mais aéré, à l'air ambiant ou dehors? Deuxième question à se poser. Pour l'instant, personne ne sait trop. Si on veut être bien protégé, il faut peut-être le porter aussi dans les endroits même très aérés. Ou selon la distance. Si on est à 2 mètres, est-ce qu'il faut réellement porter un masque ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que quand on est avec un masque face à face avec quelqu'un et qu'on discute, et que le même
la même personne est masquée, on a une probabilité de contamination qui est extrêmement faible. Donc, si on veut être pertinent, il faudrait porter le masque très fréquemment, tout le temps. Voilà. Parce qu'on est sûr de se protéger, à condition de le porter correctement et de le renouveler. Qui, selon quoi, est-ce que les enfants doivent le porter? Est-ce que les adultes doivent le porter? Est-ce que tout le monde doit le porter? Voilà. Et troisième point, quel coût ça va avoir? Voilà. Quel coût? Parce que c'est important. Acheter des masques régulièrement, ça a un coût pour tout le monde. Donc c'est ces 4 questions-là. Il en manque une dernière qui a influencé énormément mars jusque mai, c'est la disponibilité. Et c'est pour ça que en mars, on a dit qu'il était pertinent uniquement en réanimation et que ça ne servait pas grand-chose à l'extérieur. Puis quand on a pu en disposer, là, finalement, on a fini par dire, bah oui, c'est pertinent de porter un masque pour tout le monde. Donc c'est simplement, alors c'est un petit jeu, c'est voilà, c'est une reprise de ce qui s'est passé et on refait l'histoire alors qu'on la connaît. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pour vous dire que effectivement la pertinence, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Alors, tu peux passer celle-là puisque j'ai voilà. Alors, on a pour résumer, quand vous faites une action de pertinence, on a une cible, c'est la pertinence qu'on veut atteindre. Elle se base sur des référentiels, elle se base sur des recommandations, sur des bonnes pratiques à l'époque actuelle où on fait la pertinence. Et elle sera la base de la communication avec l'équipe. Il faut un état des lieux pour savoir d'où on part, avoir un indicateur. Qu'est-ce qu'on va, pour cette pertinence, tracer comme indicateur? Ça peut être plusieurs indicateurs d'ailleurs. Et puis, on met en place des nouvelles règles, ce qu'on veut pour cette action de pertinence et là où on veut aller. On évalue, on essaye de corriger en regardant qu'est-ce qui empêche les gens d'aller vers ces actions de pertinence, quels sont les freins, quels sont les échecs. Peut-être que nos règles, elles sont peut-être des fois un peu trop dures et qu'on peut peut-être, voilà, il y a peut-être pour reprendre les perfusions, il y a peut-être des malades chez qui il faut garder. Alors, sur ces échecs, il faut essayer de voir pourquoi il fallait garder. Et puis, il y a peut-être des fois où les gens vont aller au-delà de la cible, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir faire tout selon l'action qu'on a demandé, alors que c'est peut-être probablement pas le cas, pas ce qu'on veut. Et donc, il y a nécessité de réévaluer. Ça va? On peut s'arrêter là s'il y a des questions. Est-ce que ça vous paraît clair dans la salle là-bas sur comment je mène une action de pertinence? Oui, tout est clair. Vous m'entendez? C'est clair, c'est voilà. Donc, est-ce que c'était des notions qui vous semblaient un petit peu difficiles avant de faire le webinaire ou c'était déjà un peu clair dans votre tête au départ? Juste pour on manque un peu de médecins quand même. C'est ce qu'on disait. Alors, c'était plutôt clair, juste l'implication médicale qui est manquante au CH d'Armentières. Un problème avec l'implication médicale, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, l'implication médicale, elle est importante. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi par la base. Mais il y a une vraie discussion à avoir effectivement, notamment dans ce qui est, si on parle des médicaments pour les passer d'IV en péros, les voies veineuses, des choses comme ça, il y a un vrai dialogue à instaurer. Mais c'est un dialogue qui, moi, me paraît assez naturel quand on fait une équipe. Et un des principes de la nouvelle certif, c'est de travailler en équipe. Donc, s'il y a un point sur lequel vous pouvez vous ancrer pour que les médecins s'intéressent un peu aux actions de pertinence qui pourraient être intéressantes, que vous avez envie de mettre en place, vous avez vu en disant mais c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à mettre ça en place et parce que vous êtes bloqué, parce qu'il faut une action médicale, je pense que l'assertif, même si les docteurs râlent toujours, mais l'assertif c'est aussi un point d'ancrage pour dire, vous savez, il faut quand même qu'on reforme une équipe et
moi je le dis toujours, hein, la loi HPST 2007 a eu un grand défaut, c'est qu'elle a clivé le médical du paramédical dans les établissements de santé. C'est-à-dire qu'elle a complètement sorti les docteurs du jeu, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Et il faut maintenant réussir à les remettre dans le jeu, ce qui n'est pas toujours non plus facile. Alors, il est difficile de faire un webinaire sur la pertinence sans parler de la revue de pertinence. Voilà. Pour l'instant, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est pas une méthode réellement de mise en place de pertinence. C'est plus une méthode d'analyse de la pertinence. C'est une partie de l'action de pertinence. Et c'est un outil à pas utiliser tout seul. Vous pouvez faire une revue de la pertinence. Si derrière, vous n'en tirez pas un référentiel, vous n'en tirez pas un plan d'action, ben, vous aurez fait une belle revue de pertinence que vous pourrez montrer aux experts visiteurs, mais vous n'aurez pas été plus loin. Diapositive suivante. Donc, revue de pertinence des soins, c'est une méthode d'analyse plus que d'une construction d'une action de pertinence. C'est une méthode qui permet d'évaluer l'adéquation des soins aux besoins des patients. Elle s'applique à un soin, un programme de soins, peut porter sur l'indication, l'initiation. On est exactement dans tout le champ dont on a parlé. Cette méthode a été plus particulièrement utilisée dans le cadre de l'hospitalisation pour vérifier, par exemple, la pertinence des admissions aux urgences. Voilà. Ou des journées d'hospitalisation dans un établissement de santé. Alors, cette méthode, elle peut s'appliquer à tout le monde. En fait, c'est une méthode qui va permettre d'analyser, de vous dire où vous en êtes par rapport à votre référentiel. Diapositive suivante. Alors, dans un premier point, il faut élaborer votre référentiel, ce sur quoi vous allez baser votre analyse. Voilà. Les actes médicaux, les actes infirmiers, voilà. Diapositive suivante. Si, par exemple, vous l'appliquez aux journées d'hospitalisation, c'est ce qui est dans le guide HAS, donc vous pouvez le retrouver sans aucun problème. Vous allez voir qu'il y a un bel organigramme qui dit, voilà, vous avez un patient que vous retrouvez en hospitalisation, vous allez vous poser la question, est-ce que l'admission ou la journée est pertinente? Si oui, bon, c'est tout, ça ne se discute plus, on s'arrête là. Sinon, vous allez voir un petit peu pourquoi elle n'est pas pertinente. Est-ce qu'elle n'est pas pertinente parce qu'il y avait un ensemble de soins à réaliser que le patient aurait pu faire, par exemple, en hospitalisation de jour, en hospitalisation de ville, ou en ville, ou voilà. Ou est-ce qu'il y avait une surveillance rapprochée? Donc, il y a tout un organigramme qui va vous permettre de valider ou de ne pas valider cette hospitalisation. Et c'est un petit peu comme ça qu'est basée la revue de pertinence pour les hospitalisations. Entre guillemets, est-ce que le patient avait bien sa place en hospitalisation ou est-ce qu'il y avait une alternative qui lui permettait de ne pas être hospitalisé au jour J où vous regardez, où vous faites votre revue de pertinence. Voilà. Ça, c'est un petit peu la revue de pertinence. On peut le faire sur beaucoup de choses. Et par exemple, si je reprends un travail qui a été fait notamment par le CAPS de Bretagne, ils avaient fait un travail sur la gériatrie. Ils avaient pris des EHPAD qui étaient volontaires et ils avaient regardé dans ces EHPAD un petit peu les infections urinaires chez les patients sondés, dont on sait très bien qu'il ne faut pas faire systématiquement de CBU chez ces patients sondés. Et ils avaient donc évalué le nombre de CBU qui avaient été réalisés chez des patients sondés alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, pour faire une action de pertinence, pour éviter ces examens inutiles qui, en plus, comme le CBU forcément revient de temps en temps positif, entraînent la mise en place d'un traitement qui n'a pas lieu d'être. Pareil, il avait été aussi évalué chez les gens âgés l'introduction des neuroleptiques dont on sait très bien que ces neuroleptiques, même s'ils sont introduits à visée ponctuelle, vont être poursuivis dans le temps. Et le fait de les poursuivre dans le temps va entraîner chez les patients âgés forcément des effets secondaires indésirables qui vont impacter leur qualité de vie. Et notamment les neuroleptiques durs comme l'aldol ou des choses comme ça qui vont
forcément chez ces patients entraîner des phénomènes peut-être extra-pyramidaux comme des syndromes de Parkinson qui vont les endormir et au final qui ne vont pas traiter le pourquoi ils avaient besoin à un moment plutôt peut-être d'une benzodiazépine que d'un neuroleptique. Voilà. Donc ça a été fait par le cas de Bretagne. En anesthésie et réanimation, je vous ai parlé des bilans préopératoires. Ça, c'est vraiment un gros travail de pertinence pour éviter tous ces bilans inutiles qui, 1, coûtent cher, 2, font retrouver des perturbations sur lesquelles des fois on ne fait rien pour la plupart du temps, et notamment quand on fait beaucoup de chirurgie de dents de sagesse chez les enfants, on a très fréquemment des problèmes de coax sans aucun retentissement clinique. Et hormis une fois de temps en temps, on va découvrir une hémophilie qui est souvent une hémophilie mineure, parce que si elle est majeure, elle a parlé avant que l'enfant ait des dents de sagesse à retirer. Donc, on sait très bien, par exemple, pour des dents de sagesse, le bilan de coagulation n'est pas nécessaire si l'examen clinique et l'interrogatoire ne retrouvent pas de problème de saignement. Et ça, c'est une vraie révolution, parce que moi qui suis un vieil anesthésiste, c'est difficile dans ma tête de dire maintenant je ne demande plus de bilan de coag, alors que pendant des années, j'avais qu'une chose à regarder quand j'endormais un malade, c'était le bilan de coag. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a tout un travail aussi de communication et d'explication à faire pour que les actions de pertinence puissent entrer dans la tête de ceux qui doivent la faire. En anesthésie et réanimation aussi, dans les actions de pertinence, c'est l'antibioprophylaxie. Et d'ailleurs, c'est un des critères principaux aussi de la nouvelle certification, où là, clairement, les experts visiteurs vont aller voir si il y a un travail qui est fait sur l'antibioprophylaxie préopératoire, si elle est correctement faite, s'il y a un livret, si les praticiens sont avertis tous de l'existence de ce livret, s'ils l'appliquent et s'ils ont des formations dessus. Et là, on voit la notion de formation pour que les gens adhèrent à l'action de pertinence. Il y a aussi eu des travaux qui ont été faits sur l'analyse de la préparation cutanée des infections post-opératoires, avec un lien qui montre clairement que si la préparation cutanée n'est pas bien faite, le taux d'infection augmente. Et donc ça aussi, c'est des moyens pour remettre en place des bonnes pratiques quand on a des difficultés dans certains endroits. Les thérapeutiques IV ou péroges, j'en ai déjà parlé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les actions, entre guillemets, de pertinence sont des fois des actions de bon sens et sont souvent des actions qui ne sont pas très compliquées à mener. Les facteurs clés pour que ça marche quand vous voulez mettre en place une action de pertinence, c'est il faut que cette action de pertinence a un impact. Clairement, faut pas aller chercher le truc dans le coin, il faut vraiment un truc qui a un impact, qui a du sens et qui va toucher un bon nombre de patients de votre service. C'est pas pour un ou deux patients, mais il vaut mieux faire des actions de pertinence qui vont toucher l'ensemble du service. Il faut que les acteurs soient convaincus et en premier lieu les leaders, et on revient effectivement sur votre question de tout à l'heure, c'est comment réussir à accrocher le wagon médical au wagon paramédical. Ça, c'est vraiment, et à la sécurité et qualité des soins. Ça, c'est vraiment un point qui est difficile. Très souvent, on va vous dire, ah, faut en parler en CME. Moi qui suis praticien, la CME, j'y vais jamais. Les comptes rendus, je les lis rarement. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des actions. Oui, il faut que ça passe par la CME. Oui, bien sûr, parce que la CME, c'est d'abord l'organe qui est chargé de la sécurité et de la qualité des soins. On est d'accord? Mais c'est pas parce que c'est passé en CME que l'action va se mettre en place. Probablement que c'est plus au niveau du service et c'est plus au niveau du binôme cadre, responsable de service, responsable de l'équipe médicale, que doit se passer cette volonté d'action commune de pertinence. C'est vraiment là, pas toujours facile. Je vous ai dit, les docteurs se sont sentis un petit peu sortis du jeu en 2007. Ils vont avoir du mal à re-rentrer dans le jeu, ça c'est clair. C'est encore plus difficile dans les établissements privés parce que vous savez que
Les docteurs, ils sont des fois sur 2, 3, 4 établissements, donc ils ne sont pas forcément impliqués, ils viennent faire leur truc, ça tourne bien, ils n'ont pas de vagues, tout va bien. Donc il y a moins d'implication, mais ils ont d'autres contraintes, notamment l'accréditation, ils sont plus regardés, et souvent les grosses boîtes comme Ramsay, Vivalto et tout, ils ont une structure de prise en charge des docteurs qui travaillent chez eux qui leur impose quand même des choses. Il faut un pilotage efficace et motivant, et il faut des indicateurs. Vous ne pouvez pas mettre en place des actions de pertinence si vous ne dites pas, tiens, je vais suivre ça et ça. Pas beaucoup, 1, 2, 3 au maximum, mais ça c'est vraiment important. Bon, vous le connaissez tous pour le chat, hein, voilà, pertinence de l'utilisation du chat par exemple, hein, des solutions hydroalcooliques, ben, vous avez vos indicateurs qui tombent tous les 3 mois ou tous les 6 mois et vous savez un petit peu où vous en êtes. Ben, c'est tout bête, mais au moins ça vous permet de dire, tiens là on continue de progresser, ou bien là tiens on stagne, ou bien là tiens ça baisse. C'est bizarre, pourquoi ça baisse, voilà. Donc les indicateurs, il ne faut pas en être fou, mais il faut en avoir quelques-uns pour pouvoir piloter votre action. Et puis, si ça ne marche pas, il faut aller chercher pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ça peut être simplement que vous avez une équipe qui ne veut pas, ça peut arriver. Une équipe qui veut rester dans son truc et qui ne veut pas bouger. Vous pouvez avoir des facteurs profonds qui peuvent des fois être tout bêtes, des facteurs financiers, des trucs ne sont pas arrivés. Vous avez dit, ben maintenant, il faut utiliser ça, puis les trucs n'arrivent pas. Ou arrivent au compte-gouttes, ce qui fait qu'on repart sur l'ancien modèle. Ça c'est beaucoup vu pour l'informatique. Quand l'informatique dysfonctionne alors qu'elle a une pertinence d'être là, si elle dysfonctionne, eh bien on retourne au papier. Une fois qu'on est retourné au papier, c'est dur de retourner, voilà. Donc, il faut rechercher pourquoi votre action elle a des difficultés à se mettre en place. Alors, il y a aussi plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer hein, au sein des commissions. Pour la douleur, vous avez le CLUD qui peut vous venir en appui si vous avez des difficultés pour avoir des protocoles douleur, pour avoir l'application comme il faut, des choses comme ça. Vous avez des commissions. Le CLAN, c'est pareil. Si vous faites par exemple une action pertinente, vous êtes dans un service, ça peut arriver, où vous faites beaucoup de nutrition parentérale. Et vous dites, ah ben non, là maintenant, c'est quand même, moi j'ai quand même regardé, on dit que la parentérale, ça sert pas à grand chose, j'aimerais bien passer à l'entérale. Donc là, vous y arriverez pas tout seul, il faut inclure le clan qui peut venir vous aider. Pareil, vous êtes dans un service de gériatrie, vous avez envie d'améliorer l'équilibre nutritionnel des patients âgés. Ben, il faut faire rentrer le clan dedans, il est là pour ça. Comment on fait, voilà, ça peut être même une action portée par le clan ensuite au niveau de l'ensemble de l'établissement. Vous avez le clan, vous avez le comité du médicament, les commissions du matériel qui peuvent être une aide quand vous décidez par exemple en disant tiens on pourrait chez nous réduire, passer de l'IVA-Péros pour tel médicament, ça peut être aussi une action qui peut être portée par le Comédims éventuellement, même si le Comédims c'est plus dans l'innovation. Voilà. Et puis après, bah, vous avez des structures au niveau des pôles, des services, des cliniques qui peuvent aussi porter vos actions de pertinence. Et d'ailleurs, c'est probablement mieux de mettre des actions de pertinence qui soient transversales sur un pôle en disant au pôle, bon ben voilà, ça peut être aussi, parce que souvent les pôles, maintenant on leur gratifie un peu financièrement au niveau d'action qualité et sécurité des soins, ça peut être aussi mis au bilan des pôles en disant voilà, on va faire telle action de pertinence. Voilà. Là, cette année, on se lance sur cette action-là, là les indicateurs, et là un petit peu où on essaye d'arriver. Donc vous avez, voilà, vous avez aussi des moyens qui vous permettent de vous aider pour la mise en place de ces actions de pertinence et de ne pas être tout seul, parce que c'est tout seul, vous n'y arriverez pas. Enfin, dernier point, la communication des résultats, ça c'est quand même relativement important. Il faut les communiquer, je pense qu'il faut d'abord les communiquer au sein de l'équipe en disant voilà, on a mis en place telle action, là où on en est. Et éventuellement, pas simplement sous mode d'affichage. Alors si c'est bon sous mode d'affichage, c'est très bien. S'il y a des points qui blessent, vaut mieux le faire en forme de petite réunion courte, pas pendant des heures, et voilà, mais faire une petite réunion courte de synthèse en disant tiens, on a mis en place cette action, on coince sur tel point. Voilà.
et avoir comme ça le retour des soignants en direct sur ce qui ne va pas. Et puis, il faut faire attention forcément à l'interprétation dans le monde actuel. C'est que les soignants ils vont vous dire « Ah ouais, on fait ça maintenant ouais, parce qu'il n'y a pas de sous, parce que ceci, parce qu'on veut gagner du temps, on veut gagner de la ressource. » C'est pas forcément pour ça. On fait l'action de pertinence parce qu'elle a du sens pour le patient d'abord. Hein. Pour le patient en premier. Et le but de la pertinence, c'est pour le patient, c'est pas pour l'équipe soignante, c'est pas pour les finances de l'hôpital. Effectivement, ça va peut-être avoir un impact. Et tant mieux pour tout le monde. Si ça réduit les soins, si c'est moins difficile, si c'est moins pénible, voilà. Après, ça peut des fois être l'inverse. Hein. Si on parle, par exemple, des hospitalisations la veille et qu'on décide de faire rentrer les gens maintenant le matin, il faut savoir que le matin, ça va être quand même dur pour les équipes parce que autant le soir, ils pouvaient préparer, voir les patients avant, autant si vous les faites rentrer le matin, ce sera très bien. C'est une action de pertinence pour les patients pour limiter le temps d'hospitalisation, sauf que pour vos soignants, ça va pas être la même chose. Donc là, c'est aussi, quand vous mettez en place une action de pertinence, il faut réfléchir des fois aux effets collatéraux. Voilà, diapositive suivante, je pense que j'ai fini. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de pertinence non plus si vous n'avez pas une base de sécurité et un minimum de qualité des soins. Il y a une notion de culture, qualité, sécurité des soins. D'ailleurs, la démarche est exactement la même. Donc, voilà, vous ne pouvez pas faire de la pertinence. Et quand vous faites de la pertinence, ipso facto, vous faites de la sécurité et de la qualité des soins. Vous ne pouvez pas faire de la pertinence si on ne prend pas en compte l'individu. Alors ça, c'est une grande nouvelle parce que dans les années, moi je me souviens, dans les années 2000, où quand j'ai commencé à dire, non, c'est pas le groupe qui compte, c'est l'individu, on m'a regardé avec des gros yeux, d'ailleurs, raconte n'importe quoi. Ben non, avec la pertinence, on retourne auprès de l'individu. Voilà, et ça, c'est pas mal, et de son environnement. Et faire de la pertinence, c'est pas faire des économies, ça c'est vraiment le message à faire passer, c'est utiliser au mieux nos économies. Voilà. Fin du webinaire. Alors, j'attends les questions. Alors, moi, je vais juste ajouter, si vous le souhaitez, en fait, au réseau, on a des grilles de pertinence. Si vous voulez jeter un coup d'œil, ça peut toujours vous donner des idées. On a la grille pertinence des journées d'hospitalisation en MCO, pertinence des admissions en MCO, pertinence des journées d'hospitalisation en SSR. Il me semble qu'on a aussi pertinence des prescriptions d'antibiotiques. Et on doit en avoir encore, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des exemples, à nous envoyer un petit mail, on vous enverra ça. Ça peut éventuellement vous donner des idées sur comment réaliser une grille de pertinence ou même l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Nous, on a une plateforme d'enquête qui vous permet du coup de remplir directement en ligne les résultats et d'avoir un rapport qui se génère automatiquement. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je ne sais pas s'il y a des questions. On souhaite bien récupérer les grilles sur la pertinence des hospitalisations. Ok, je vais vous envoyer ça dans la foulée. Oui, merci. Alors, vous avez des questions? Bon, pas de questions a priori. Après, si jamais il y a des questions qui vous reviennent d'ici quelques jours, vous avez nos adresses mail, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Le temps de digérer un peu ce webinaire, n'hésitez pas, on reste à disposition. Oui, c'est pareil, hein, si vous avez des questions ou des actions de pertinence que vous voulez mettre en place ou vous avez des doutes, ou voilà, n'hésitez pas. Hein, voilà. Non, écoutez, apparemment, pas de questions. Tout va bien. C'était très clair. Merci. Pas de rien. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.